Nous avons décidé de mesurer la radioactivité de l'environnement quotidien de nos enfants. Avec le détecteur de points chauds, le Hotspot Finder, nous parcourons toute la superficie du parc. On insiste sur les endroits où les enfants aiment bien jouer. Quand nous trouvons des hotspots, nous faisons une demande à l'administration pour qu'elle interdise cette zone et qu'elle la décontamine. Les points bleus foncés désignent les endroits inférieurs à 0,1 microsievert par heure. Les points bleu ciel, les endroits supérieurs à 0,1 microsievert par heure. Les extrémités du parc ont des taux plus bas que vers le milieu, là où les enfants aiment jouer le plus souvent. Depuis l'accident, le gouvernement et l'administration ont tendance à retarder l'information, à minimiser les taux de radioactivité et à nier les conséquences de la contamination. Les citoyens se demandent si les chiffres officiels sont fiables. Les gens sont devenus anxieux et sceptiques. Le 12 mars 2011, un nuage radioactif s'échappe des réacteurs en perdition de la centrale de Fukushima Daiichi. Invisibles et sans odeur, les particules se déplacent au gré des vents et de la pluie. Elles se déposent sur la terre, sur les forêts, sur les cultures, sur les toits des maisons, dans les jardins. Aujourd'hui, 3 ans après l'accident, dans la région de Fukushima, des citoyens, paysans, mères de famille ou retraités et des scientifiques tentent de comprendre et de vivre avec cette contamination qui n'en finit pas de menacer leur santé et d'obséder leur cerveau. Aujourd'hui, nous sommes venus faire des mesures sur les champignons matsutake. Ces champignons, typiquement japonais, poussent autour des pins. Nous mesurons aussi la radioactivité de l'environnement autour des champignons. Ces mesures sont importantes parce que les champignons occupent une place de choix dans la nourriture japonaise. Les Japonais en consomment énormément. Et puis, les champignons absorbent beaucoup le césium. Il est donc nécessaire de vérifier. Cela nous permet de comprendre par quel mécanisme les champignons qui poussent dans un environnement contaminé par les particules absorbent le césium radioactif.
À 1 mètre près, les taux de radioactivité changent beaucoup. La contamination évolue en fonction des conditions météorologiques, géologiques, géographiques. Avec une seule mesure ponctuelle, on n'a pas de résultat fiable. Il faut prendre en compte une multitude de paramètres pour arriver à une conclusion. On nous a d'abord dit de ne rien toucher à l'extérieur, de ne pas avoir de contact avec la terre sur la peau. Puis on nous a interdit de cultiver quoi que ce soit. Et là, eh bien, on prend conscience qu'on vous a enlevé la sécurité de votre quotidien, la base de votre vie. Et ensuite, cela est concrétisé par le fait de devoir quitter aussi la maison dans laquelle on vit. Alors oui, quand ce moment arrive, c'est un arrachement. Comme il n'y a plus personne ici dans le village d'Iitate, les animaux sauvages, comme les sangliers et les singes, viennent faire des dégâts. Ici, c'est ma maison. On est à Iitate. Nous étions 4 générations ici. Mon père de 90 ans, mes 2 petits-enfants, l'un en primaire, l'autre en maternelle à l'époque, et leurs parents, mon fils et sa femme, et ma femme et moi, nous étions 7 personnes. Je faisais l'élevage des vaches pour la viande. Je cultivais aussi du riz, et des légumes, des concombres pour la vente. Comme vous le voyez, il n'y a aucun dégât matériel visible. Mais comme il y avait beaucoup de radioactivité, on nous a dit qu'il fallait partir. Dans l'urgence de l'accident, les autorités japonaises ont d'abord tracé un périmètre d'évacuation obligatoire de 20 km autour de la centrale. Aujourd'hui, en fonction de la réalité de la pollution radioactive, les habitants de la région sont confrontés à 3 zones. La zone rouge, strictement interdite. Une zone orange, on peut y venir la journée, mais il est interdit d'y passer la nuit. Une zone verte, le retour des habitants est envisagé, on ne peut pas y dormir, mais on est autorisé à préparer la reprise d'une activité économique. En dehors de ces 3 zones administratives, le gouvernement considère que la présence de radioactivité est acceptable et sans danger. Je vais analyser les échantillons de champignons à l'aide de cet appareil afin de détecter les rayonnements radioactifs. L'appareil est entouré de blocs de plomb pour que la radioactivité naturelle n'interfère pas sur les analyses. Chaque particule qui sort de l'échantillon apparaît sur l'écran. Les pics rouges et jaunes sont du césium-134 et le violet du césium-137. Ce n'est pas une quantité normale. D'habitude, on n'en décèle pas dans les champignons.
Quelle influence peut avoir la radioactivité? On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, c'est ça qui fait peur. La radioactivité est une affaire de particules envoyées par la matière radioactive, ici du césium contenu dans un champignon. Sur leurs écrans, les scientifiques comptent les coups. Une particule qui frappe le détecteur par seconde, c'est un becquerel. Compter les coups et mesurer les becquerels est la seule façon de visualiser le rayonnement radioactif. Cet appareil permet de mesurer le césium dans l'air. C'est primordial de vérifier, parce que nous respirons cet air. Et cet air entre dans nos poumons, et nous risquons une irradiation interne. Après l'explosion de la centrale, les particules ont été transportées jusqu'ici par le vent, à travers la pluie et la neige. Les particules radioactives se sont accumulées, l'air était pollué. Vous voyez, au départ, le filtre était blanc. Et au milieu, le gris, c'est les poussières qui étaient dans l'air. Comme il y a du césium, je vais envoyer le filtre pour le faire analyser. Au moment de l'accident, on nous disait de porter des masques. Avec le temps, maintenant l'air n'est plus radioactif, parce que la radioactivité s'est déposée sur les sols. Maintenant, le taux de contamination des sols est fort. Il y a des radiations qui en émanent. Quand il n'y a pas de vent, comme aujourd'hui, l'air est pur, mais les sols restent contaminés. Et quand il y a du vent, la poussière se soulève. Et dans ces poussières, il y a du césium. Il faut faire attention. L'air, le vent, la terre, l'eau, les éléments de base de notre monde deviennent suspects. Alors les mères de famille mesurent les jardins publics, les spécialistes de physique nucléaire vont à la chasse aux champignons, les agriculteurs mesurent la contamination de l'air. Le réel n'est plus fiable. Il faut apprendre à s'en méfier. C'est d'abord le toit qui a été contaminé, à cause de la neige et de la pluie. Ensuite, les saletés accumulées sur le toit se sont écoulées par les gouttières. Elles passent par les gouttières et circulent et retombent ici. C'est en s'écoulant comme ça, ici et là, que dans cette partie, les éléments radioactifs s'accumulent et forment ensuite des hotspots. Shinzo Kimura a choisi de s'engager aux côtés des citoyens. Spécialiste en radioprotection, il s'est installé dans la région et travaille pour les mairies des petits villages et des villes moyennes. Il vient à Shidamyo tous les mois pour aider les habitants à cartographier la radioactivité de leur village.
La centrale de Fukushima était par là. Le vent, au lieu de souffler par ici, il est descendu par là, comme ça. Le vent a soufflé dans ces deux directions. Le vent est descendu dans la vallée en polluant les endroits marqués par des points rouges. Quand on a commencé à faire cette carte pour voir où était la radioactivité, nous, on ne savait pas que les doses avaient été assez fortes au point de nous irradier. On a compris aussi que les récoltes, les rizières, les champs, tout ça, c'était fini. On l'a compris parce que c'est apparu clairement en nombre de becquerels. On a compris avec les chiffres de cette carte tout ce que l'explosion avait engendré. Et puis on a réalisé qu'il y avait de quoi s'inquiéter, surtout en ce qui concerne les enfants. On s'est rendu compte, après 2 ans, que la radioactivité n'avait pas diminué partout. Oui, c'est vrai. Il y a par endroits une atténuation naturelle, ou au contraire, par endroits, une accumulation et une hausse de la radioactivité à cause de phénomènes comme la pluie ou le vent. C'est ce que nous avons pu vérifier. Tout d'abord, ce que l'on appelle la radioactivité, ce sont des particules qui émanent d'une matière radioactive tombée sur le sol. Une fois que l'on entre en contact avec ces particules, on est irradié. Il s'agit d'une irradiation externe. Mais il est également possible d'ingérer une matière radioactive et donc de se faire irradier par l'intérieur. Dans ce cas, il est nécessaire de se pencher sur l'impact que peut avoir cette matière radioactive sur l'organisme. 46 kilos et 400 grammes. Le corps humain, une fois contaminé, devient à son tour émetteur de radioactivité. Comme pour un champignon, il faut alors compter les becquerels qui s'en échappent. Pour cela, on s'assoit sur un whole body counter, on attend 10 minutes et le détecteur compte les coups. Est-ce qu'il y a des changements dans votre alimentation depuis un mois? Oui, c'est ça. Bon, vous mangez toujours ce que vous cultivez vous-même. Le riz que vous mangez, c'est le riz que vous cultivez vous-même? Oui. Vous mangez les légumes de votre potager? Venez, je vais vous montrer. Ici, le césium 134. Là, le césium 137. Pour le césium 134, il y a à peu près 20 pics d'élévation. On les voit ici. Regardez, ce pic est bien visible. Ça dépasse 2000 becquerels. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Pour le moment, je n'ai aucune explication. Attendez un instant, je vous l'imprime. Le singe vient de Minamisoma, à 25 km de la centrale.
Comme il s'agit d'un animal sauvage qui évoluait dans la préfecture de Fukushima, en se nourrissant de végétaux contaminés, le taux de césium est sûrement très élevé. C'est ce qu'on cherche à vérifier maintenant. Les singes sont proches de l'homme. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Nous espérons apprendre beaucoup des prélèvements que nous faisons sur cet animal. Ce qui compte pour nous, c'est de prélever sur tout le corps, sur tous les organes. C'est pour ça qu'on prend tout ce qu'on peut. La priorité, c'est de trouver sur quel organe le césium vient se fixer. C'est la première fois au monde qu'on fait une étude d'une telle ampleur. J'ai pratiqué des dissections sur environ 280 vaches, 60 porcs, 60 singes, 6 sangliers. Il y avait aussi des blaireaux, des renards. Nous n'en sommes qu'à 2 ans et demi de recherche sur les animaux. Et il faudra sans doute compter encore plusieurs dizaines d'années avant d'avoir des réponses sur les effets de la contamination à faible dose. Les prélèvements d'organes des animaux contaminés sont congelés et stockés. Ils serviront aux scientifiques dans les prochaines années. Le professeur Fukumoto accumule aujourd'hui des données pour établir les connaissances de demain. Voici les résultats des examens d'il y a 3 mois. Regardez, vous étiez à 490 becquerels pour le césium 134. Ça correspond à ça. Oui, c'est ça. Et 824 becquerels pour le césium 137. Mais actuellement, d'après ces analyses, les taux sont remontés depuis la dernière fois. Vous avez dû inclure dans votre alimentation quelque chose qui peut être la cause de cette hausse en césium. L'alimentation, je ne pense pas. Je me souviens maintenant, je suis monté sur mon toit pour refaire le chaume pendant 3 jours. C'est bien possible qu'à ce moment-là, j'ai inhalé des poussières contaminées. Il faut que vous soyez conscient que la contamination a plusieurs sources et qu'elle augmente par accumulation. La radioactivité isole, fragmente les communautés et place chacun face à des choix qui le dépassent. Il y a une tristesse à Fukushima. Les hommes sont démunis face à un monde qu'il faut réapprendre en permanence. Pour échapper à la résignation, Muneo Kanno a transformé ses rizières en laboratoire. Il a monté avec d'autres citoyens une association qui incite les scientifiques à travailler pour le présent, à réfléchir à la seule question qui compte, comment faire revivre les rizières.
Renaissance de Fukushima est le nom de l'association de M. Kano. Comme si, après l'accident, il fallait renaître. Nous sommes ici dans cette belle nature, par la grâce du ciel. Mais cette belle nature a été souillée par les radiations. L'homme l'a dévastée. Ici, nous sommes sur mes terres. C'est là que nous faisons toutes sortes d'expérimentations et de mesures, tous ensemble, avec les agriculteurs du canton qui veulent continuer à se battre. Nous, agriculteurs, avec des chercheurs, nous venons ici et ensemble nous réfléchissons. Nous échangeons des idées et du savoir-faire et surtout nous récoltons des données scientifiques. Ici, le sol de cette rizière est décontaminé, mais tout le reste autour, toute la montagne, non. Quand on décontamine le sol, la radioactivité baisse. En étant optimiste, si à l'avenir on parvient à bien décontaminer, alors on pourra revenir ici et on pourra cultiver à nouveau nos terres. Les données de l'année dernière allaient dans ce sens-là. Si on commence à envisager la reprise des cultures, après la décontamination, c'est bon pour le moral. Nous allons récolter le riz ce week-end. Il a déjà été testé une fois. Nous allons maintenant tout couper, puis laisser sécher le riz naturellement à l'air libre. Ensuite, nous procéderons à de nouvelles mesures. C'est la deuxième année qu'on fait comme ça. Mais le gouvernement interdit la consommation du riz de la région. Alors, quand on aura terminé de prendre les mesures de la radioactivité sur le riz, il faudra tout enterrer. C'est le gouvernement qui impose ça. C'est cruel, mais c'est comme ça. L'irradiation à faible dose se fait au travers des voies respiratoires, par l'air, à travers l'appareil digestif par l'eau et les aliments. Elle peut aussi passer par les pores de la peau. La contamination interne se fait donc par ces trois moyens. Une fois entré, le césium radioactif pénètre dans le sang et parcourt tout le corps. Il va ensuite se fixer sur différents organes. Je pensais que le singe ayant ingurgité de la nourriture contaminée serait terriblement irradié. Mais il semble que ce ne soit pas forcément le cas. Là, c'est le foie. Mais il semble qu'il y ait du changement, du grand changement. Ici, c'est l'intérieur de la bouche. Bonjour à tous. Voilà ce qu'on prévoit pour aujourd'hui et demain. La semaine dernière, on a fauché et prélevé des échantillons dans les rizières de M. Maeda et Komiya. Cette semaine, on remet ça chez moi, avec fauchage et récolte d'échantillons. Le 6 juin 2011,
Nous nous sommes réunis ici pour la première fois. Il y avait 18 personnes. Je leur ai dit qu'il fallait qu'on se mobilise pour la région de Iitate, qu'on fasse quelque chose nous-mêmes. On s'est demandé quel nom donner à l'association. Et on a décidé que l'association s'appellerait Renaissance de Fukushima. Cette association Renaissance, elle réunit toutes sortes de gens, profils très différents. Des agriculteurs de la région, des personnes à la retraite, des scientifiques, des médecins, des psychologues, des géologues, des physiciens et bien sûr des spécialistes de la radioactivité. Notre travail a d'abord consisté à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire à mesurer la radioactivité de l'air, des sols, et à la cartographier. Ensuite, nous nous sommes penchés sur la décontamination de ces sols. Si vous voulez avoir une idée de l'impact du césium juste après l'accident, voilà donc. Le césium s'est accumulé dans le sol sur une profondeur d'environ 5 cm, c'est-à-dire de la taille d'un pot de yaourt. Le potassium présent naturellement dans la terre est nécessaire au riz pour grandir. S'il y a assez de potassium dans la terre, le riz n'absorbe pas le césium du sol contaminé. Mais s'il n'y a pas assez de potassium, le riz va aspirer le césium radioactif. Quand le potassium augmente dans la terre, le césium diminue dans le riz. Là-bas, dans cette parcelle, on ajoute du potassium. Dans celle-là, on ne fait rien. Les mesures effectuées l'année dernière sur le riz récolté ici étaient de 10 becquerels par kilo. C'est très bas. On aurait pu le manger, mais c'était des cultures expérimentales. À Shidamyo, les terres étaient très contaminées. La décontamination a généré entre 35 000 et 40 000 tonnes de déchets radioactifs. Le stockage provisoire est prévu pour une durée de 30 ans. Les déchets doivent ensuite être stockés définitivement ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de centre de stockage définitif au Japon. Je voudrais vous dire une chose très importante. La démarcation de la vie, ici, elle est de 5 cm. Je veux dire par là qu'il y a une terre fertile de 5 cm sur ces champs. Pour parvenir à cela, il a fallu des dizaines d'années de travail pour chaque génération. Il y a 300 ans, pour la première fois, des gens sont venus vivre ici. Il a fallu tout ce temps pour arriver à cette fertilité. Et ces 5 cm, qui représentent la vie, les gens ont décidé de les faire enlever. Ils vont perdre en quelque sorte leur support de vie.
Mais ils acceptent cela non seulement pour protéger leur santé, mais aussi pour ne pas perdre à jamais ces terres qui leur viennent de leurs ancêtres. On nous a donné un potiron, on l'a fait mesurer. Celui à 8 becquerels? Oui, celui-là, on nous a dit qu'on pouvait le manger, mais grand-père n'a pas voulu. C'est nous qui l'avions mesuré. Il faut nous faire confiance. Il n'y avait pas de problème. Et les champignons maïtake? Ah, les maïtake, ceux-là, non. Il y avait 700 becquerels. Vous les avez mangés? Oui, on les a mangés ce midi. On va être contaminé. Oui, vous allez être contaminé. Vous les aviez ramassés vous-même? Oui, ce sont les champignons qui poussaient sous les pins. Ah, fallait pas les manger. J'aurais aimé qu'ils viennent décontaminer un peu plus vite à cause des enfants. Et vous, grand-père, qu'en pensez-vous? J'aurais voulu que la décontamination démarre plus vite. Il faut savoir que nos enfants et nos petits-enfants sont évacués. Ils sont partis loin d'ici. Manger, ne pas manger, faire revenir les enfants. Les questions sont simples et les réponses sont complexes et incertaines. Les habitants butent sur un présent qui leur échappe et ne débouchent sur aucun espoir de retour à la normale. Le gouvernement japonais a installé des dosimètres. Muets comme des carpes, les dosimètres officiels affichent dans le vide une mesure qui ne parle à personne. Les gens s'en accommodent et les ignorent le plus souvent. Jusqu'à présent, la radioactivité n'a tué personne à Fukushima. L'arrivée du césium a tué la possibilité de vivre dans un monde normal. Le becquerel est une unité qui indique dans l'absolu le nombre de rayonnements propulsés à la seconde par un élément radioactif. Le sievert est une unité qui mesure les conséquences de la radioactivité sur le corps humain. Il diffère selon la nature du radionucléide et selon les organes du corps humain. Un organe plus sensible à un certain type de radionucléide sera plus intensément irradié et par conséquent, le nombre de sieverts sera plus élevé. Quand la dose de radiation est forte, comme les cellules meurent, l'influence des radiations est visible en très peu de temps. Par exemple, la peau vous démange, la moelle osseuse est endommagée. Il s'agit dans ce cas d'une irradiation à forte dose. Pour les faibles doses, la différence entre avant l'irradiation et après est extrêmement peu perceptible. Dans ce cas, il est important d'accumuler le plus possible de mesures pour réaliser des statistiques fiables. Il y a en tout près de 300 animaux. Ces vaches ont brouté du pâturage radioactif en continu depuis l'explosion.
Les analyses de sang donnent des indications sur la quantité de césium présent dans le corps et dans les organes, mais pas sur les effets de ce césium sur la santé des vaches ou des hommes. Les symptômes mettent du temps à se révéler. Pour Tchernobyl, ce n'est qu'après 1989, 3 ans après l'accident, que les premiers symptômes sont apparus. Ici, pour les vaches, ça ne fait que 2 ans et demi. Alors, il faut attendre encore un peu. Si on remarque quelque chose d'anormal dans 1 ou 2 ans, on pourra affirmer que c'est à cause de la contamination. On entre maintenant dans la zone interdite. On va dans la ville de Futaba, qui est presque au centre de cette zone interdite. C'est à Futaba que se trouvent les réacteurs 5 et 6 de la centrale de Fukushima Daiichi. Voilà le poste de contrôle. Préparez vos papiers. À Futaba, l'accès est réservé aux scientifiques. On ne peut rester que 4 heures. Si quelqu'un passait une année entière à Futaba, il absorberait une dose supérieure à 50 millisieverts. Les autorités japonaises ont choisi 20 millisieverts par an comme limite. Au-delà de cette limite officielle, les risques pour la santé sont considérés comme trop importants. Ici aussi, il faut faire des mesures, accompagner les habitants qui reviennent pour quelques heures, contempler un monde qui a basculé pour longtemps dans la radioactivité. Entre 17 et 18. 92,5. 31. Entre 100 et 115. Depuis l'accident de la centrale de Fukushima, je n'ai cessé de répéter que de toute façon, on ne pourrait plus jamais revenir à Futaba. Mais vous savez, il y a encore des gens qui veulent rentrer chez eux. Je pense que tout ça ne fait que commencer. Ce qu'on fait, on va continuer à surveiller Futaba encore longtemps. C'est notre but. Ce n'est que le début. On est vraiment au début d'une longue action.
De nouveau, voilà les vaisseaux sanguins. Donc pas de problème. Attendez, je vais quand même regarder. Pour le côté gauche, ça me semble aller. Ah, attention, il y a un petit nodule ici. Oui, ici. Et pour la taille, de là à là, 2,4 mm. Il est normal d'avoir des petits nodules dans la thyroïde. 2/3 des personnes ont des nodules. Ça ne veut absolument pas dire que ça va évoluer vers un cancer. Après l'accident de Tchernobyl, les cancers de la thyroïde liés à l'iode radioactif sont devenus plus nombreux. Au Japon aussi, ce risque existe et les mères sont très inquiètes. Alors on a organisé des contrôles de la thyroïde. Il y a beaucoup de problèmes liés à ces examens lorsqu'ils sont pratiqués par le gouvernement. Par exemple, ils ne donnent pas les images de l'échographie. De même, ils n'expliquent presque pas ce qu'ils font et ce qu'ils voient, ce qui provoque une forte défiance chez les patients. En vérité, il n'est pas encore possible maintenant de déceler un cancer de la thyroïde qui serait lié à l'accident de la centrale. Car, à l'évidence, il faut du temps au cancer pour se manifester. Cela n'est pas immédiat. Donc, l'importance de ces examens pratiqués à 1 an ou 2 de l'accident, c'est plutôt d'avoir des échographies susceptibles d'être utilisées dans des comparaisons à long terme, au bout d'une dizaine d'années. C'est dans cette optique que je donne aux patients les résultats de nos analyses. Nous ne savons pas quand un éventuel cancer pourrait se développer. Juste l'aîné, il faudra revenir dans 2 ans à peu près, pour voir si tout est en ordre. La radioactivité et les effets sur la santé, c'est ça qui me tracasse le plus. Je ne peux pas oublier les risques que cela représente. Mon fils tout à l'heure avait quelques petits nodules. Alors je me demande si c'est à cause de la radioactivité. Dès qu'un des enfants est enrhumé, je me demande tout de suite si c'est à cause de l'irradiation ou non. Jusqu'à ma mort, j'y penserai à la radioactivité. L'avenir des habitants de Fukushima est difficile à définir. La nature humaine veut que l'on a tendance à oublier les problèmes une fois les grandes difficultés passées. Il faudra sans relâche continuer la surveillance, sans relâche continuer à mesurer la radioactivité des aliments, la radioactivité de nos corps. Il faudra également un suivi médical constant afin d'assurer un diagnostic précoce et des soins rapides le cas échéant. C'est tout ce que nous pouvons faire désormais. Il faut vivre avec cette contrainte. Je pense que la science et la réglementation sont 2 choses totalement différentes. L'administration se doit de tracer une ligne pour réglementer, mais lorsqu'on me demande si au-dessous de cette limite on est en sécurité, je réponds que je n'en suis pas certain. Si l'on vous dit qu'il n'y a aucun problème pour 100 becquerels par kilo, mais que l'on vous propose de manger quelque chose qui a été mesuré à 90 becquerels par kilo, est-ce que vous en voudrez ? Dans toute la région de Fukushima, les citoyens doivent décider par eux-mêmes. Rester, mesurer, surveiller, éloigner les enfants.
Chacun fait ses choix comme il le peut face à la pollution radioactive. Les scientifiques accompagnent les citoyens dans cet univers nouveau fait de chiffres, de mesures et de normes. Pour le moment, ils n'ont pas les réponses définitives. Ils sont au tout début d'un long travail de recherche. Désolé pour l'image un peu sombre et pas très optimiste, mais oui, je crois que le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que les habitants du village d'Iitate et ceux de la région de Fukushima s'efforcent de survivre. Est-ce qu'on veut laisser une terre souillée et inhabitable ou un environnement viable pour les générations futures? Je pense en particulier à la France. Je pense souvent aux Français qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, exploitent très largement le nucléaire. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Voilà tout.